on l'a longtemps cantonné à certains secteurs d'activité très immatériels. Le monde des médias, le monde de la publicité, le monde des loisirs. Souvenez-vous, pour ceux qui ont connu Napster ou tous ces acteurs des années 2000 qui ont un petit peu disrupté le monde de la culture ou le monde de l'information, on pouvait penser que finalement, le numérique se cantonnerait finalement à ce secteur très immatériel. Aujourd'hui, vous le savez mieux que moi, les fusées vont dans l'espace ou les voitures sortent des usines avec une composante logicielle qui est devenue centrale, en fait, aujourd'hui, dans la stratégie de l'entreprise. On reparlera forcément de Tesla, de SpaceX ou d'autres acteurs qui sont nés dans le monde digital et aujourd'hui déploient leur activité dans le monde du hardware, dans le monde physique, dans le monde réel. Et ça, c'était pas forcément complètement intuitif au début, parce qu'il y a encore quelques années, vous alliez voir le patron d'Arianespace ou le patron de Peugeot, finalement, le sujet digital n'était pas un sujet qui les concernait au premier chef. Donc, il y a comme ça des controverses et aussi des problématiques à adresser. Et puis après, dans une partie suivante, je vais vraiment rentrer sur finalement l'entreprise, ce qui se passe à l'intérieur de l'entreprise, quelques grandes leçons opérationnelles que j'aimerais vous partager. Évidemment, n'hésitez pas à m'interrompre et puis on essaiera de toute façon de se garder 20-30 minutes pour aussi échanger ensemble après ce propos. Alors, le digital, je pense que pour bien cerner ce phénomène, il faut forcément refaire un peu d'histoire et finalement, il faut revenir aux origines d'Internet. Internet, c'est une infrastructure physique qui aujourd'hui permet effectivement de connecter des ordinateurs, connecter des personnes, relier des objets. C'est un projet qui est né après la Seconde Guerre mondiale dans les laboratoires de recherche américains sur la côte ouest, avec finalement un mélange assez détonnant d'informaticiens, d'informaticiens imprégnés de culture un petit peu, de contre-culture américaine, une culture hippie, une culture de la contestation. On est dans les années 50-60, il y a une remise en question finalement de la structure patriarcale américaine, de l'autorité descendante, et donc vous avez un espèce de mouvement universitaire très très fort qui se structure, mais qui va travailler en très forte proximité avec la DARPA. La DARPA, c'est en fait un laboratoire du Pentagone qui a notamment pour projet, en pleine guerre froide, de mettre en place un nouveau réseau de communication hyper résilient, complètement décentralisé, pouvant résister finalement à une attaque nucléaire soviétique. Alors vous voyez, il y a d'un côté la contre-culture américaine, un mouvement universitaire très émancipateur, qui va finalement travailler sur un projet de l'armée et dont l'objectif est tout simplement d'assurer, notamment pour les militaires américains, la communication des informations si Washington devait être balayé de la carte. Ça, c'est hyper important en fait de comprendre cette architecture, parce que cette architecture, à la différence notamment d'autres projets qui sont menés au même moment, notamment en Europe, et je pense au Minitel français, que certains d'entre vous ont pu connaître ou que vous retrouvez parfois dans le grenier de vos parents. C'est un projet de communication et d'architecture hyper décentralisé, hyper distribué, hyper résilient. Dit autrement, et c'est un vrai sujet de compréhension pour ceux qui ont fait des telcos, on essaie de sortir d'un modèle où on hyper centralise la ressource de l'information. Et ça a des vertus parce que, et ça reste aujourd'hui une constante de ce qu'est Internet, et Internet est bien l'infrastructure qui soutient la transformation digitale. Cette infrastructure, si vous faites tomber un nœud du réseau, eh bien les autres nœuds du réseau vont prendre le relais et permettre justement cette circulation de l'information. C'est un point important, pourquoi? Parce qu'en fait, derrière, ça a des conséquences assez profondes, notamment sur des questions autour de l'innovation ou autour du partage de la connaissance. Et en fait, si je reviens et si je zoome un peu sur ce projet un peu politique et technique, ces ingénieurs que vous voyez là sur cette photo en noir et blanc, eh bien, ils vont coder des principes philosophiques et politiques dans le réseau.
Ils vont coder des principes de neutralité du réseau. C'est un principe essentiel aujourd'hui autour d'Internet, d'ailleurs qui est questionné dans différentes zones géographiques. C'est quoi le principe de neutralité du réseau? C'est un principe très simple qui dit que finalement, n'importe quel acteur peut se brancher sur le réseau Internet et avoir accès au même niveau de bande passante pour opérer son activité. Il n'y a pas de droit de douane, il n'y a pas de droit d'accès à, je dirais, une bande passante privilégiée. Finalement, que vous soyez Google, Peugeot ou une petite PME en Charente-Maritime, si vous créez votre site Internet et si vous opérez une activité sur Internet, vous avez accès en fait à un commun, une infrastructure globale qui vous permet finalement de n'importe quelle place sur la planète d'exercer une activité. Pas de droit de passage en fait. Ça, c'est assez disruptif comme principe à l'époque, puisque faut savoir que le Minitel ne fonctionnait pas du tout comme ça, il fallait payer une redevance. Et si je reprends un autre exemple de l'époque, l'ORTF, qui est l'ancêtre, on va dire, de la télévision française et de la radio française, l'ORTF, vous ne pouviez pas dire, tiens, je vais opérer mon antenne libre et je vais commencer à balancer des trucs sur le général de Gaulle en disant ce que je veux. Donc, vraiment, pour l'époque, c'est quelque chose assez nouveau. Et ce qu'on ne voit pas forcément complètement dans les années 50-60, c'est que cette architecture technique, elle va avoir des conséquences assez incroyables dans le monde économique, parce qu'elle va permettre à de nouveaux acteurs de pouvoir accéder progressivement à un nouveau marché, le marché des internautes, avec des coûts d'entrée proches de zéro. Donc, c'est une grande époque, c'est le XXe siècle. On a notamment une marque iconique à l'époque, dans les années 80, vous reconnaissez cette pomme, c'est Apple. 1984, je ne sais pas si vous avez peut-être déjà vu cette pub où vous voyez finalement une femme qui court dans une salle de cinéma et qui vient détruire un écran un peu orwellien. Bref, c'est la remise en question et la remise en cause d'une approche très, je dirais, une fois de plus centralisée, commande et contrôle de l'informatique traditionnelle par une génération d'entrepreneurs qui finalement croient profondément dans l'émancipation et l'autonomie des individus. Ça, c'est encore une chose importante à avoir à l'esprit, c'est une valeur politique de la contre-culture américaine dans les années 60, c'est cette idée d'émancipation. Il ne faut jamais oublier que PC, ça veut dire Personal Computer. Personal Computer, c'est-à-dire qu'en fait, le schéma de l'époque, c'était le mainframe, des ordinateurs gigantesques, des salles de machines. Il fallait être un ingénieur ultra capé pour pouvoir exécuter une opération technique. Là, vous avez deux gus, Steve Jobs et Wozniak, qui se disent, en fait, non, je vais mettre l'ordinateur dans les mains de tout à chacun. Et finalement, cette puissance de calcul, il n'y a aucune raison que l'individu ne puisse pas y avoir accès pour pouvoir finalement faire des choses que l'entreprise traditionnelle cantonnée vraiment au secteur seulement professionnel. Donc, c'est le début de Mac, c'est le début finalement d'une émancipation assez incroyable. C'est un équipement informatique qui se déploie. Ce sont des universités qui commencent à se relier les unes aux autres. Vous avez progressivement une espèce de toile informatique qui commence à couvrir les États-Unis, à couvrir l'Europe. Et puis, dans les années 90, il y a une nouvelle innovation assez incroyable qui se produit, c'est l'invention par Tim Berners-Lee d'un protocole d'information, le HTTP, l'échange d'informations, c'est le web en fait, qui est l'application centrale d'Internet. Vous avez Internet qui est une infrastructure technique, technologique, avec des tuyaux, avec des câbles sous-marins, avec des investissements très conséquents pour déployer cette infra. Puis vous avez par-dessus Internet une application qui est l'application du web et qui va permettre dans les années 90 à des entreprises naissantes de commencer à opérer une activité grâce à la technologie des navigateurs. Ça vous paraît normal? Là, on est tous derrière un navigateur, on ne s'en rend même plus compte. 92-94, Amazon, 98, Google, ce sont des petites boîtes qui se créent dans les années 90. Et ces petites boîtes, si je prends Amazon, si je prends Google, j'ai parlé d'Apple, et je ne vous parle même pas de Facebook qui se crée en 2005, aujourd'hui, ce sont les 5 premières capitalisations boursières mondiales. Donc, vous voyez une espèce d'accélération de l'histoire absolument incroyable, la montée en puissance d'acteurs qui s'appuient en fait sur une architecture qui elle-même encode des principes politiques, neutralité du réseau, partage de l'information, architecture distribuée et décentralisée, reconnaissance par les pairs, P-A-I-R-S, c'est hyper important, c'est très méritocratique Internet. C'est-à-dire qu'en fait, finalement, ce n'est pas tellement votre grade qui fait la valeur, c'est la qualité de votre contribution et de la production scientifique, puisqu'à l'époque, encore jusque dans les années 90,
Finalement, ça reste une infrastructure très confidentielle où vous avez des geeks, des codeurs, des universitaires. Et puis, dans les années 90, c'est le début de la massification. Et là, tout d'un coup, je ne sais pas si vous vous souvenez, pour ceux, en tout cas, moi, j'avais 10 ans au début des années 90, on voit arriver ces abonnements, ces espèces de modems qui font un bruit bizarre, et on découvre finalement le cyberespace. Là, c'est la phase plutôt cool, hein. Plutôt, c'est la belle histoire, c'est l'américaine. C'est-à-dire que voilà, c'est engageant, c'est hyper prometteur. Il y a énormément de promesses en fait. Et moi, j'ai commencé en agence digitale, vous le disiez Mathis, à une époque où voilà, on était encore convaincus que finalement le digital, c'était un nouveau paradigme pour la civilisation et ça allait permettre énormément de progrès en permettant tout à chacun de communiquer, de partager des informations versus un système qui était avant hyper contrôlé, avec un émetteur central qui décidait en fait de la nature du message à émettre. Là, la grosse différence avec cette architecture, c'est qu'on devient tous émetteurs, tous récepteurs, et on peut tous en fait opérer une activité sur un système qui est complètement ouvert. Puis je finis juste cette diapo sur cette image. Vous connaissez peut-être ce robot de Boston Dynamics. Là, on change de registre. C'est beaucoup plus angoissant en fait, parce que je ne sais pas si vous avez déjà vu ces robots, c'est quasiment Terminator, hein. Vous allez voir sur YouTube, vous tapez Boston Dynamics et vous voyez des espèces de chiens informatiques se balader dans la forêt. Et là, tout d'un coup, on voit une espèce d'une accélération de l'histoire, puisque là, tout d'un coup, finalement, la puissance de calcul du réseau, elle commence à être miniaturisée, elle commence à être embarquée finalement dans le monde physique. Et tout d'un coup, là, ça réveille plutôt des angoisses, des interrogations, des peurs. Et finalement, on a aujourd'hui, si je me projette en 2021 et ce qui se passe dans l'entreprise, un rapport à cette digitalisation qui est assez ambigu. Parce qu'il y a un rapport toujours plus ambigu aussi au progrès. Finalement, pourquoi cette technologie? Pourquoi toute cette puissance de calcul? L'intelligence artificielle, c'est génial, mais en même temps, quel impact sur les emplois? Et des questions qui sont aujourd'hui des questions vraiment assez structurantes dans la vie de tous les jours, mais aussi dans la vie des sociétés. Quand moi, je passe devant, par exemple, les instances sociales, ce qu'on appelle le CSE, qui est aujourd'hui le comité qui représente les organisations syndicales, il n'y a pas un seul dossier digital où, à juste titre, on ne m'interroge pas sur les risques de destruction d'emplois, l'impact finalement de cette digitalisation sur l'activité humaine. Donc, c'est une première controverse, en fait, que vous devez adresser quand vous opérez l'activité dans l'entreprise, parce que ce que l'on vit en tant que citoyen et ce qui peut nous interroger au quotidien, finalement, ce sont des questionnements que l'on retrouve aujourd'hui dans l'entreprise, et notamment la DRH, qui a souvent été une direction un peu trop ignorée dans le monde de la transformation, elle a un rôle clé à jouer, en fait, pour donner le sens et expliquer ce que l'on veut faire avec, finalement, le digital. Autre controverse, c'est cette question de la connexion. Alors évidemment, j'en ai déjà un petit mot en introduction. Aujourd'hui, vous avez presque 5 milliards d'êtres humains qui sont connectés grâce à Internet. C'est absolument incroyable. Enfin, ça paraît presque maintenant normal de le dire, mais Internet a permis de connecter finalement des civilisations, des familles, des individus. Et on le voit bien aujourd'hui dans le contexte sanitaire dans lequel on est, a permis de maintenir des liens. Ça, c'est aussi quelque chose qui est à mettre au crédit en fait, de la digitalisation. Et en même temps, cette connexion, elle s'accompagne d'un autre phénomène qui interroge davantage aussi aujourd'hui les experts en sciences politiques, mais aussi les entreprises, c'est cette question de la polarisation. Je vais prendre un exemple voilà, sur les dernières élections américaines, mais aussi vous pouvez le voir parfois peut-être dans votre quotidien. Il y a un phénomène aujourd'hui qu'on observe sur ces grandes plateformes sociales, notamment ces plateformes comme Facebook, comme Twitter, qui concentrent de plus en plus certaines audiences et se substituent presque à Internet d'une certaine manière. Elles recréent des espaces, mais fermés, moins ouverts, où les gens échangent les informations, mais où ce sont des algorithmes qui décident finalement de la nature de l'information qui va remonter. Et on parle souvent de phénomène de bulle de filtre pour caractériser ces flux d'actualité, où vous allez voir finalement les seules informations qui sont partagées par des gens qui vous ressemblent. Alors vous allez me dire, c'était pareil avant, même si aujourd'hui, quand on creuse un peu le sujet, la diversité de l'opinion, le débat d'opinion,
c'est énormément radicalisé ou c'est très polarisé. Ce sont des liens faibles. C'est très bien expliqué en ce moment, notamment par Emmanuel Klein, qui est un chercheur sur ces sujets d'impact technologique sur l'opinion publique. En fait, lorsqu'on s'exprime les uns avec les autres et qu'on a un débat comme ce matin, c'est pas du tout la même chose qu'être derrière un écran avec un avatar sur Twitter ou un avatar sur Facebook et de partager une opinion. Pour ceux qui sont sur Twitter, parfois, vous pouvez peut-être le constater, ça peut partir complètement en vrille, en fait, dans le débat. Et très vite, les gens vont se durcir sur des positions et vont finalement mettre fin à des débats contradictoires qui sont assez structurants, en fait, dans la vie publique et dans la création des idées. Si je me mets du côté de l'entreprise, il y a une même problématique finalement, avec ces nouveaux réseaux sociaux d'entreprise, avec aussi cette problématique du travail à distance. On le vit tous. Aujourd'hui, moi, par exemple, à la Maïf, tous les collaborateurs sont, depuis 1 an quasiment, en travail à distance. Comment on arrive à fédérer le corps social? Comment on arrive à donner du sens? Comment finalement on arrive à, je dirais, faire vivre un projet d'entreprise quand au quotidien, on est derrière une interface numérisée et finalement, cette interface, on a pu penser qu'elle allait créer de la proximité. Ça, c'était le phénomène de connexion. Finalement, on voit bien que ça crée de la distance, une forme de distance qui peut fragiliser finalement, une fois de plus, l'engagement des équipes. Autre controverse, et très européenne, très contemporaine, cette espèce de contradiction entre cette problématique de la vie privée, du respect de la vie privée, et cette envie du consommateur de pouvoir personnaliser toujours plus finalement son expérience vis-à-vis des grandes marques. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a, et c'est quelque chose qu'on observe, dans les études marketing notamment, et même dans le comportement client lorsque eh bien, on analyse les données de navigation, une des clés aujourd'hui du marketing moderne, c'est cette capacité à pouvoir bien segmenter sa base client et à pouvoir adresser le bon message au bon moment à la bonne cible. Ça, c'est la personnalisation et ça implique concrètement d'utiliser certaines technologies de tracking et de pouvoir obtenir le consentement du consommateur afin d'amener cette personnalisation dans l'expérience, soit du service, soit du bien qu'elle va avoir. Si je prends l'exemple de Spotify ou de Deezer, on a aujourd'hui, avec plein d'algorithmes, eh bien, ces travaux de personnalisation en fonction finalement de la musique que vous écoutez. On va vous proposer de nouveaux artistes et vous trouvez ça génial parce que ça correspond à vos goûts. Mais pour réussir à faire ça, on a besoin de capter une matière extrêmement sensible qui est la donnée personnelle. Et là, on a aujourd'hui, en tout cas en France, mais c'est aussi très vrai en Europe, une espèce d'inquiétude qui monte parce qu'on l'a vu récemment avec des fuites de données massives, eh bien, on se rend compte que finalement, cette donnée personnelle a de la valeur et accessoirement, lorsqu'elle est piratée, ça peut évidemment produire des effets très néfastes sur votre quotidien parce qu'on va capter une information bancaire, on va capter une information personnelle, on va la revendre sur le marché noir du darknet et donc ça cristallise de plus en plus des interrogations ou un rejet finalement de cette personnalisation. Donc il y a tout un attirail réglementaire aujourd'hui. Vous connaissez peut-être le GDPR, General Data Protection Regulation. C'est donc la réglementation européenne sur la protection des données personnelles. Et puis les directives qui derrière essaient d'encadrer finalement l'usage et l'exploitation de ces données. Et là, il y a vraiment des différences par grandes zones géographiques. En fait, si j'en prends 3, entre l'Asie, l'Europe et l'Amérique du Nord, vous avez 3 approches très, très, très différentes. Les Européens sont plus protecteurs, les Américains et les Asiatiques sont beaucoup plus en mode « je vais capter la donnée ». Toujours est-il qu'on retrouve toujours la même controverse quand on est du côté de l'entreprise. Comment j'arrive à personnaliser ma proposition de valeur, ce qu'attendent mes clients, tout en respectant la vie privée de mes utilisateurs finaux. Et donc là, il y a un paradoxe aussi à essayer de calibrer pour eh bien, trouver le bon équilibre et à la fois rester pertinent sans pour autant être invasif ou rentrer trop justement dans l'intimité de l'individu. Donc, c'est pas toujours simple parce que dans le même temps, je pense que tout à chacun, on continue parfois à publier des photos sur Instagram, sur Facebook, et on lit jamais les conditions générales d'utilisation de ces plateformes qui mettent la main en fait sur ces données et après derrière vont en faire un usage
qui n'est pas toujours celui que l'on en attend. Voilà, puis je vais finir sur deux controverses avant de rentrer dans le dur de l'organisation. Ça, c'est ce que je voulais un petit peu aujourd'hui aussi partager. Alors, c'est très méta, c'est très politique, c'est très en lien avec la démocratie, mais c'est quand même finalement un sujet qu'il faut avoir à l'esprit. Il y a eu une phase un peu techno-béate. On s'est dit, c'est génial, avec la technologie, on va libérer finalement et émanciper les individus, les révolutions arabes. Obama, qui est le premier président, en tout cas de l'Occident, ayant fait un usage massif d'Internet dans sa campagne électorale en 2008, en réussissant à synchroniser finalement un travail de porte-à-porte avec un outil numérique qui lui a permis d'être extrêmement segmentant, en hyper ciblant les zones qu'il fallait adresser pour remporter l'élection de 2008. Ça, c'était vraiment un exemple assez saisissant et d'ailleurs, l'Europe a essayé de s'en inspirer. 12 ans plus tard, vous avez la MIT Technology Review qui sort en fait ce papier où voilà, on réinterroge beaucoup plus la technologie. Pourquoi? Parce que on se rend compte qu'aujourd'hui, on peut pirater des élections avec quelques cyberespions bien implantés. On peut complètement perturber le débat public en inondant les réseaux sociaux de fake news. Et donc, on peut abîmer l'état de droit et la démocratie par le biais de ces technologies. Ça aussi, ça interroge. Ça interroge surtout lorsqu'ensuite, quand vous vous retrouvez en entreprise, vous êtes là pour promouvoir ou pour convaincre en fait vos salariés que la digitalisation, c'est le progrès. Et c'est aussi une forme voilà, d'avancée positive pour l'organisation quand autour de vous, il n'y a pas une semaine qui passe sans que l'on voit les effets délétères parfois de la technologie quand elle n'est pas maîtrisée dans le débat public. Dernier point, parce que là, on rentre un peu plus maintenant dans le monde économique. Il faut savoir qu'Internet, ça a été quelque chose d'incroyable en termes d'innovation, parce que dans les années 90 et 2000, vous aviez justement accès à un marché mondial. Vous pouviez créer votre boîte dans un garage. Ça, c'est le storytelling américain, c'est la mythologie des startups américaines. Tiens, il y a deux mecs dans un garage, ils ont créé Google, et 12 ans plus tard, bim, c'est devenu un géant. Ça, c'est cette ère d'innovation qui a transformé vraiment en profondeur le monde de l'industrie du service. Il n'y a pas un secteur aujourd'hui qui ne soit pas, je dirais, concerné ou impacté par l'arrivée d'une licorne. La licorne, c'est une jeune startup qui est valorisée 1 milliard sur le marché de l'equity, la private equity, ou un conglomérat digital. Mais ce qu'on observe de plus en plus aussi, d'un point de vue plutôt droit de la concurrence, c'est l'émergence de monopoles et de plateformes qui verrouillent l'accès au marché. Google, Facebook et compagnie rachètent tous les mois des dizaines et des dizaines de boîtes. Non seulement parce que derrière, elles ont besoin de capter des ressources humaines, des développeurs, des équipes d'ingénierie, mais aussi parce que lorsqu'une innovation peut menacer leur modèle, eh bien, elles utilisent la technique du M&A, de la fusion-acquisition, ou en tout cas de l'acquisition tout court, pour mettre sous contrôle cette technologie. Si vous regardez Google, vous prenez Waze, vous prenez YouTube, vous prenez Android, qui sont aujourd'hui 3 technologies clés de la boîte de Mountain View, ce sont des boîtes qui ont été rachetées. Android n'a pas été créé par Google. Et pourtant, aujourd'hui, c'est le protocole qui équipe quasiment 90% des terminaux mobiles dans le monde. Waze, qui est en train de devenir un système GPS qui s'impose dans l'habitacle de vos voitures, c'est une startup israélienne rachetée par Google. YouTube, même histoire. Facebook a racheté Instagram, Facebook a racheté WhatsApp et donc a mis la main aussi sur des boîtes qui montaient en puissance. Et donc, il y a cette problématique de l'abus de position dominante. Il y a une problématique en fait antitrust qui commence de plus en plus à se cristalliser. Alors, je ne sais pas si à ce stade, il y a des questions avant que je rentre maintenant un petit peu plus dans la grande problématique un peu que je voulais vous partager ce matin. Et j'espère que c'est clair et que vous m'entendez. Alors, c'est un bon point, c'est-à-dire qu'effectivement, il y a à la fois
cette capacité aujourd'hui des grands conglomérats digitaux à être hyper agressifs sur des écosystèmes innovants en prenant des parts via des fonds d'investissement dont ils ont le contrôle, voire en rachetant des boîtes. Après, vous allez me dire en face, est-ce que ça empêche Schneider Electric, Ariane ou Airbus d'innover? Et là, on va rentrer en fait dans une autre problématique de l'entreprise traditionnelle. C'est finalement, et c'est de moins en moins vrai aujourd'hui, et c'est une bonne nouvelle parce qu'en fait, le secteur tradit s'est réveillé. On a pu mal considérer à une époque l'importance du logiciel et du software en général dans la création de valeur. Ce que je veux dire par là, c'est que si vous prenez aujourd'hui, par exemple, le secteur des constructeurs automobiles, longtemps et encore aujourd'hui, il y a pas mal de constructeurs automobiles qui ont considéré que leur métier, c'était essentiellement la carrosserie, la motorisation, le design en fait du produit, et que cette question finalement de l'interface de navigation, c'était pas un sujet de constructeur automobile. Quand vous regardez une Tesla, pour ceux qui ont déjà eu l'occasion de monter dans une Tesla, en fait, la Tesla, elle s'organise autour de l'interface. Tout le système de conduite, notamment avec cette promesse de la voiture autonome, elle s'appuie sur la technologie, sur la maîtrise entière par Tesla de la composante logicielle. Pour ceux qui ont peut-être déjà eu l'occasion de bosser dans des entreprises en France et en Europe, le logiciel, souvent, on l'externalise en fait dans les entreprises traditionnelles. C'est pour ça d'ailleurs qu'il y a des très grandes SS2I en France, des boîtes d'informatique, des Capgemini, des Accenture, qui sont des belles boîtes, hein, mais de services informatiques. Et ça, je trouve, révèle bien une problématique stratégique aujourd'hui, c'est de considérer que l'IT, la technologie, finalement, c'est quelque chose qu'on n'a pas besoin d'internaliser. Ça, c'est une erreur qui a été commise par pas mal de boîtes dans les années 2000, de continuer à externaliser finalement ce qui est la valeur essentielle aujourd'hui des modèles économiques digitaux, à savoir la maîtrise du software. En maîtrisant le software, vous maîtrisez quoi? Vous maîtrisez la technologie, vous maîtrisez l'accès à la donnée, vous maîtrisez en fait ce qui a aujourd'hui de la valeur. Donc, je vais rezoomer sur ce sujet-là, mais c'est effectivement une des problématiques de l'innovation, c'est d'avoir trop découplé, en tout cas dans le monde de l'industrie, la question du hardware et la question du software. En fait, les deux sont intimement liés et imbriqués. C'est la même chose hein, si vous prenez aujourd'hui des questions d'ingénierie spatiale. Savoir que quand vous observez par exemple ce que font ces boîtes du New Space, le New Space, hein, c'est le secteur de l'aéronautique, enfin, c'est le secteur de l'exploration spatiale privée aux États-Unis. Vous prenez Blue Origin, c'est une filiale d'Amazon. Vous prenez SpaceX, c'est la boîte d'Elon Musk. En fait, vous avez évidemment toujours cette question de la maîtrise de la motorisation, de la propulsion, et ça, c'est l'ingénierie traditionnelle. Mais ce qu'amènent en fait ces entrepreneurs, c'est une connaissance et une maîtrise parfaite de l'ingénierie logicielle, de la capacité à pouvoir capter des données et à pouvoir finalement améliorer de manière itérative et continue leurs produits versus des acteurs industriels traditionnels qui sont sur des cycles de conception et de fabrication extrêmement longs. Ariane 5 et Ariane 6, ça ne se fait pas en 2-3 ans en fait. Quand Tesla va tester en permanence des prototypes, là vous voyez peut-être en ce moment les tests qu'ils sont en train de faire sur un de leurs gros lanceurs, eh bien, tous les 6 mois, ils envoient un prototype, il explose en plein vol, mais en fait, l'objectif, c'est de capter énormément d'informations et de données pour derrière améliorer en continu le produit. Ça, c'est important en fait, parce que ce que je suis en train de soulever là, c'est cette question de la conception et de la fabrication, qui est un sujet clé à la fois dans le monde du service et dans le monde de l'industrie. Et je vais en redire un mot dans les prochaines diapos. Alors, je voulais résumer, en fait, je voulais me dire, enfin, si les étudiants devaient retenir un truc, c'est quoi finalement le gros enjeu de la digitalisation de l'entreprise aujourd'hui? C'est un peu cette maîtrise de l'espace-temps. Et je vais essayer de revenir sur ce concept d'espace-temps, qui est très Star Trek science-fiction, mais finalement, ça correspond bien aussi à ce phénomène du digital qui en tout cas, prend aussi souvent ses racines dans cette littérature, en commençant par cette question de l'espace. Là, on est sur une belle problématique stratégique, c'est la maîtrise de votre territoire. Alors, j'ai repris une illustration, vous connaissez, pour ceux qui aiment bien Game of Thrones, cette carte où vous avez au nord, voilà,
eh bien, les Stark. Au sud, vous avez les Lannister. Bon, bref, c'est de la bonne vieille géopolitique. Il faut toujours comprendre les cartes pour comprendre les rapports de force. Et lorsque vous voulez comprendre aussi comment votre marché évolue, parfois, il faut juste remettre sur la table votre carte et vous reposer la question assez vitale et fondamentale suivante. Qui sont mes concurrents et quel est mon marché? Aujourd'hui, c'est pas moi qui l'ai dit, vous prenez Guillaume Pépi, l'ancien patron de la SNCF, vous allez écouter le patron de L'Oréal. Quand vous leur posez la question, qui est votre principal concurrent? Alors, ça a été une mode à une époque, mais ils vont vous répondre, en fait, potentiellement, mon principal concurrent demain, c'est Google. Mon principal concurrent, c'est Amazon. Mon principal concurrent, c'est une petite start-up indienne ou chinoise qui est en train de développer un produit assez incroyable. Regardez ce qu'on vit actuellement dans l'épisode sanitaire. Finalement, l'innovation radicale de l'ARN messager, c'est pas un grand conglomérat pharmaceutique qui l'a éprouvé. C'est une biotech allemande. C'est une petite équipe comme Moderna qui tout d'un coup a réussi, en maîtrisant notamment parfaitement bien le logiciel, à faire une percée sur cette technologie de l'ARN. Et après, vous avez les gros qui arrivent. Vous avez Pfizer qui, derrière, fait un énorme deal avec BioNTech pour distribuer cette innovation-là. Ce que je veux dire par là, c'est qu'en fait, vous avez maintenant, systématiquement, que vous soyez assureur, banquier, constructeur de bagnoles ou retailer, sur votre map monde, votre carte sur laquelle vous opérez votre activité, vos concurrents traditionnels, typiquement pour une boîte comme Maïf, Maïf étant une mutuelle d'assurance qui distribue des produits d'assurance de biens et de personnes, eh bien, j'ai des concurrents comme la Massif, comme la MAF, comme les MMA. J'ai les banques assureurs qui ont toujours été des concurrents redoutables, Crédit Mutuel, Crédit Agricole, Société Générale, BNP. Et puis, en fait, j'ai d'autres générations d'acteurs qui commencent à opérer mon activité de manière un peu plus confidentielle, ce qu'on appelle des insurtech ou des fintech dans notre jargon, des boîtes comme Luco, comme Lemonade, qui sont beaucoup plus confidentielles, mais qui sont extrêmement rapides dans leur cycle de développement. Et puis, je vois aussi également arriver d'autres concurrents, comme les constructeurs automobiles. Parce qu'en fait, l'assurance auto, demain, vous pourriez très bien vous dire, je m'appelle Peugeot, je m'appelle Renault ou je m'appelle BMW, je vais, dès la vente du véhicule, intégrer à l'intérieur du bien un produit d'assurance. C'est ce que fait aujourd'hui Tesla. Aujourd'hui, Tesla, quand vous achetez une Tesla, il y a déjà l'assurance dedans. Donc là, vous avez complètement désintermédié en fait, le secteur de l'assurance. Dit autrement, l'espace stratégique des entreprises aujourd'hui se reconfigure. Et les chaînes de valeur, elles se contractent, elles changent. Si je prends par exemple 3 grands modèles, le B2B, ça c'est des entreprises qui vendent aux entreprises. Le B2C, des entreprises qui vendent à des consommateurs finaux. Ou le B2B2C, je vends à une entreprise qui vend à un client final. Eh bien, il y a des espèces d'allers-retours, et notamment pour l'assurance, je vais le rendre très explicite, un changement assez structurel dans la chaîne de valeur, puisque, en tout cas pour l'assurance aujourd'hui, le gros changement qu'amène notamment le digital, c'est que les acteurs qui étaient jusqu'à présent des acteurs B2C, business to consumer, sont en train d'être réintermédiés par des constructeurs de voitures ou d'autres opérateurs. Et donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que potentiellement, demain, un de mes principaux business va se gérer en B2B2C. Je vais vraiment essayer de l'illustrer pour que ça soit bien intégré par les étudiants. Il n'y a aucun secteur épargné, avec par ailleurs une combinatoire, alors ça pour le coup, qu'il faut aussi avoir à l'esprit aujourd'hui, parce qu'on parle souvent de la révolution digitale, mais finalement, l'entreprise, les deux grands risques systémiques qui sont en train de l'impacter, c'est à la fois une transformation digitale et une rupture écologique. Alors, je vais vous donner un exemple dans l'assurance, c'est extrêmement parlant. Vous allez le voir, les assureurs, en fait, ne sont pas des militants. Alors, la Maïf est un assureur militant, mais l'assurance, c'est encore autre chose. Le gros challenge de l'assurance contemporaine, si je devais la résumer de manière assez express, c'est à la fois sa capacité à pouvoir réinterroger son modèle, notamment avec la digitalisation de son activité, mais aussi c'est l'enjeu du dérèglement climatique. Henri de Castres, ancien patron d'AXA,
il y a 4-5 années, avait sorti cette phrase assez forte. Au-dessus de 4 degrés, je ne peux plus exercer mon métier. Parce qu'en fait, si la machine climatique s'emballe, l'assurance ne peut plus gérer l'aléa climatique. La géosécheresse, les submersions marines, les épisodes de gel répétés sur des cultures. Vous savez que le métier de l'assurance, c'est d'apprécier un risque, de le modéliser et ensuite de le couvrir. Lorsque ce risque devient hors de contrôle, vous ne pouvez plus en fait faire votre métier. C'est pour ça qu'aujourd'hui, très concrètement, l'ensemble des assureurs, l'ensemble du secteur de l'assurance est un des secteurs les plus engagés pour essayer d'atteindre les accords de Paris. Parce qu'en fait, au-delà d'un certain nombre de degrés, par rapport à tous ces phénomènes que je viens de décrire, vous ne pouvez plus en fait être rentable sur vos produits. Il faut savoir qu'aujourd'hui, un des produits que nous on vend, la multirisque habitation, elle est lourdement impactée par le coût des risques climatiques. Et le principal coût climatique que nous on doit chaque année couvrir, c'est la géosécheresse. Pour ceux qui ont peut-être déjà perçu ce risque, de rentrer un peu dans la mécanique assurantielle, quand vous avez des épisodes de sécheresse qui se répètent, ça va avoir des conséquences notamment sur les sols argileux sur lesquels sont bâties des maisons. L'argile se contracte, il fragilise des fondations, et 12 mois plus tard, vous allez voir dans vos maisons de campagne ou dans vos maisons de ville des fissures apparaître dans les murs. Ça, c'est une conséquence de la géosécheresse, et ça, c'est couvert par la multirisque habitation. Jusqu'à présent, ce coût technique, on arrivait à peu près à le couvrir, parce qu'il était sous contrôle. Là, maintenant, avec la répétition, chaque été, de canicules, de sécheresse intensive, finalement, on a une explosion des coûts dans ce champ-là. La principale région française concernée par la géosécheresse, ce n'est pas le sud-est, ce n'est pas le sud-ouest, c'est les Hauts-de-France. Pour vous donner une idée, et qui peut paraître un peu contre-intuitif. Bref, dit autrement, l'enjeu digital est souvent un enjeu qui est combiné avec l'enjeu écologique. Et d'un point de vue stratégie d'entreprise, vous devez adresser ces deux sujets. C'est vrai dans le monde de l'énergie. Si vous travaillez demain chez Engie et chez EDF, même problématique. C'est vrai aussi, évidemment, dans le monde de la construction automobile. Aujourd'hui, si vous êtes constructeur automobile, vous avez deux enjeux, à la fois l'électrification de votre gamme de produits, parce que le diesel et l'essence, c'est un paradigme du XXe siècle et les constructeurs doivent essayer de le dépasser. Et par ailleurs, il y a cette question de l'interface. C'est notamment Elon Musk qui avait cette phrase géniale. Une voiture, c'est un smartphone avec 4 roues. Quand vous dites ça, vous dites tout en fait. Vous comprenez bien le sujet d'un point de vue stratégique, c'est comment le constructeur automobile reprend le contrôle sur le logiciel. Alors, pour revenir un peu sur les enjeux, pour essayer vraiment d'illustrer le propos, je voulais vous partager cette diapo pour essayer de vous expliquer comment moi, mon modèle d'affaires à la Maïf, il se déforme. Historiquement, mon modèle, et ça reste vrai encore aujourd'hui, c'est de porter un risque, de fabriquer un produit d'assurance et de le vendre avec un réseau de distribution physique et à distance. J'ai des agences, j'ai des centres d'appel, j'ai un site internet, et lorsque vous devez assurer votre maison ou votre voiture, jusqu'à présent, eh bien, vous appeliez le centre d'appel, vous alliez en agence ou vous faisiez la souscription en ligne. Sauf qu'aujourd'hui, dans ma chaîne de valeur, dans l'auto, j'ai des constructeurs de voitures qui aujourd'hui de plus en plus incluent l'assurance automobile dans un bouquet de services. C'est-à-dire qu'en fait, vous allez voir votre concessionnaire, il va vous dire, bah, écoutez, monsieur Liberge, je vous propose une voiture avec des services inclus, même pas l'achat d'ailleurs de la voiture, parce que de plus en plus, on loue des voitures, le modèle de location de leasing est en train de s'imposer, et il y a un package de services incluant notamment l'assurance. Donc là, bim, des intermédiations. J'ai un acteur de la chaîne de valeur automobile qui finalement va plutôt aller voir Maïf ou d'autres acteurs en amont en disant « Voilà, j'aimerais inclure un service d'assurance, faites-moi une proposition. » Donc, je perds la main dans la relation directe entre mon client final et la mutuelle. Et de manière parallèle, dans le monde de l'habitat, vous avez peut-être vu qu'aujourd'hui, vous avez des opérateurs traditionnels qui déploient Linky ou Gaspard. C'est des compteurs intelligents qui permettent notamment de monitorer l'activité énergétique de votre maison. Puis vous avez d'autres acteurs en fait, qui se développent dans le domaine de la domotique.
La domotique, en fait, c'est tous les services ou tous les outils qui sont dans votre maison pour, par exemple, réguler la chaleur, faire de la téléassistance. Et donc, vous avez des boîtes françaises aussi, hein, comme Somfy ou Netatmo, qui proposent des outils d'intelligence connectée dans la maison. Sauf que ces acteurs, ils font deux choses. Ils rendent un premier service, hein, par exemple, gestion de l'énergie, mais ils peuvent aussi, parce qu'ils embarquent des capteurs, détecter des phénomènes. Et on a vu aux États-Unis, on voit en Asie arriver des acteurs et des business qui vous proposent un truc assez puissant, à savoir, vous m'autorisez à capter des informations dans la maison, et grâce à mes capteurs, je vais pouvoir, par exemple, détecter une variation d'humidité ou une modification de la composition de l'atmosphère de votre maison qui pourrait indiquer un risque de sinistre, typiquement un risque de dégâts des eaux, un risque d'incendie. Et là, en fait, vous avez des modèles de prévention du risque qui sont opérés par d'autres acteurs que l'assureur. C'est génial, mais par contre, ça veut dire que l'assureur, là, une fois de plus, il est désintermédié aussi dans le monde de l'habitat. Bref, on passe d'un modèle où l'assureur ne porte que le risque d'un point de vue actuariel, c'est la gestion de risque, c'est un truc de back-office. Par contre, sur la distribution, vous avez une nouvelle génération d'entreprises qui viennent vous désintermédier. Et donc, quand j'étais hier en B2C, demain, je dois remonter ma chaîne de valeur et j'opère en B2B2C. Donc ça change beaucoup de choses dans la gestion de mes canaux de distribution et dans ma stratégie de marque. Bref, ça interroge la stratégie. Le temps maintenant. Là, on a travaillé l'espace, le terrain de jeu de l'entreprise, ses concurrents, sa chaîne de valeur. L'autre phénomène assez remarquable qu'on observe dans la digitalisation de l'entreprise, c'est finalement cette question du temps et de l'accélération des cycles d'innovation. En fait, c'est incroyable quand on y pense aujourd'hui. Il faut quand même se rendre compte de ces changements en même pas 10-15 ans, avec notamment la montée en puissance du mobile, cette informatique quantique, alors là, pour le coup, qui est une espèce d'Eldorado technologique et qui pourrait complètement révolutionner des secteurs entiers grâce à des capacités de calcul monstrueuses, permettant notamment, je prenais l'exemple tout à l'heure des biotech et de la santé, de pouvoir aller beaucoup plus vite dans le séquencement de l'ADN, de l'ARN, et après, derrière, donner lieu à des nouvelles innovations. On parle beaucoup de blockchain aussi aujourd'hui, cette espèce d'accélération dans le monde des monnaies virtuelles. Ça va tellement vite que le régulateur est complètement dépassé parfois. Vous avez la Banque de France, vous avez la Banque centrale européenne qui essaie de rattraper un phénomène qui est complètement parfois hors de contrôle. Vous avez des percées aussi dans les champs de l'apprentissage automatique. Ça, c'est le machine learning, c'est la discipline de l'intelligence artificielle. C'est finalement une nouvelle ère pour l'informatique. Comment on arrive avec l'intelligence artificielle, eh bien, justement, à aller vers des applicatifs permettant notamment à des secteurs comme l'automobile de déployer des technologies de voitures autonomes. Et ça, c'est quelque chose qui pouvait aussi énormément nous interroger il y a quelques années, nous interroge encore. Pourquoi? Parce que si je reprends l'exemple de l'assurance, par exemple, et de la voiture autonome, ça, pareil, c'est un cas d'usage qui est très concret. On estime aujourd'hui que si on généralise demain les technologies de voitures autonomes, ça pourrait entraîner une baisse de la sinistralité auto de 80%. 80% d'accidents en moins. Parce que souvent, vous savez, un accident de voiture, c'est une erreur humaine. Et donc, dans certains schémas, dans certains modèles, la machine ne s'endormant pas au volant, eh bien, ça diminuerait énormément la sinistralité. Mais si ça diminue la sinistralité, ça veut dire que ça réinterroge aussi le modèle économique de l'assurance auto. Parce qu'aujourd'hui, l'assurance auto, c'est quoi? C'est vous payer une cotisation ou une prime chaque année pour vous couvrir contre un risque qui va probablement survenir. Si ce risque ne survient plus, vous devez baisser votre cotisation. Ou quasiment, en fait, votre produit devient caduc. Donc, ça veut dire que, si je prends l'exemple de la Maïf, 50-60% de mon chiffre d'affaires, c'est de l'auto. 80% de ce chiffre d'affaires pourrait disparaître. Là, vous avez une interrogation un peu centrale sur la table de la direction générale. C'est comment j'assure
le relais de la perte potentielle d'un chiffre d'affaires si cette technologie devait se généraliser. Alors évidemment, quand il y a un risque qui disparaît, souvent, c'est des vases communicants, il y a un autre risque qui apparaît. Et aujourd'hui, notamment dans le champ du cyber-risque, il y a je dirais, un nouveau phénomène qui se déploie, qui se développe, surtout en B2B, avec des entreprises, vous l'avez vu, des hôpitaux parfois qui sont cyberattaqués. Et là, il y a un problème, il y a un enjeu de couverture et de protection. Mais en tout cas, ça vient quand même changer votre business model. Donc, cette accélération du temps, cette accélération des cycles d'innovation, elle vient complètement percuter l'entreprise et elle provoque surtout, elle peut provoquer une rupture à l'intérieur de l'entreprise entre cette temporalité informatique, la puissance de calcul. Ça va toujours plus vite. On a fait un nouveau progrès. On va livrer une nouvelle fonctionnalité. On va améliorer l'outil de travail du conseiller. Par contre, en face, vous avez des êtres humains. Et là, la temporalité biologique, ce n'est pas la même. En fait, la capacité de notre cerveau à pouvoir toujours intégrer de nouvelles innovations, on n'est pas sur une loi exponentielle comme l'informatique. Et donc, il y a un décalage entre parfois l'IT, la DSI ou les équipes d'innovation qui vont dire c'est génial, il y a un nouveau système, il y a un nouvel outil, on va changer ça, on va changer ça, on va changer ça. Et la capacité des équipes à pouvoir intégrer ces innovations. Ça, c'est super important de saisir cette problématique et cet enjeu de l'entreprise aujourd'hui. C'est la réconciliation entre le progrès technologique et la capacité humaine à pouvoir le comprendre, l'intégrer et l'utiliser. Ça, c'est un défi très, très fort aujourd'hui qu'on a à adresser dans l'entreprise contemporaine. Voilà, un petit peu, je dirais, les éléments de stratégie que je voulais vous partager. Et je vais essayer de faire une dernière chose en 15 minutes parce que je voudrais garder un peu de temps pour l'échange. Parce qu'en fait, ce qui est marrant ensuite derrière dans l'entreprise, c'est qu'il y a une partie d'échec qui commence. Pourquoi? Parce qu'en fait, vous l'avez compris, le digital, c'est une question de stratégie. Et après, il faut l'exécuter. Et je vais vous partager quelques convictions. Alors, sur certains points, j'irai peut-être un peu vite, mais j'aimerais juste, dans cette matinée d'échange, et je vous promets, on aura le temps d'en discuter, vous dire en fait ce que peuvent être les 100 premiers jours lorsque vous avez à prendre en charge cette stratégie digitale ou ce projet en main pour justement adresser ces enjeux que j'ai partagés en introduction. Déjà, il y a une question qu'on doit se poser, c'est finalement, c'est quoi mon métier? Ça, aujourd'hui, il faut savoir que l'entreprise traditionnelle, elle avait pour particularité souvent d'internaliser toutes les fonctions support, plus ses fonctions métiers. Et à la limite, le truc qu'elle externalisait parfois de manière, en faisant une erreur, hein, elle externalisait l'IT. Elle pouvait externaliser le software, le logiciel. Si je suis dans la caricature, elle demandait à Capgemini de développer son système d'information. C'est dommage parce qu'en fait, le système d'information, souvent, c'est le core business. En fait, c'est ce qui est central dans votre entreprise. Si je prends l'exemple de l'assurance, dans l'assurance et aussi dans la banque, votre système d'information, c'est la même chose que les usines d'Airbus pour fabriquer les avions. C'est finalement votre proposition de valeur centrale. Et donc, vous devez maîtriser et vous devez réorganiser souvent dans l'entreprise l'ensemble des fonctions autour de ce qui est fondamental, de ce qui est core. Et après, autour du core business, vous allez brancher potentiellement d'autres éléments support qui, eux, sont externalisables. Ce qui peut être externalisé, par exemple, c'est votre marketing digital parce que vous allez pouvoir typiquement faire vos achats de mots-clés sur Google avec les outils de Google. Vous allez pouvoir aussi externaliser certaines parties logicielles de votre gestion de paye ou de ressources humaines parce que ce n'est pas central. Là, on pourrait se dire, tiens, on va aussi externaliser une partie de l'IT. Là, il faut voir en fait ce qu'on externalise. Il y a une différence entre externaliser, par exemple, la capacité d'hébergement, vous allez aller dans le cloud, et par contre, garder en centrale l'ensemble des algorithmes, par exemple, de tarification pour un assureur. Parce que la tarification en assurance, c'est c'est le secret de fabrique de l'assurance. C'est-à-dire que vous avez un risque, vous le modélisez, vous le tarifez. Ça doit être maîtrisé, ça doit être internalisé. Mais le reste, grâce à ce qu'on appelle les API, qui sont en fait des protocoles d'échange d'informations, des espèces de prises informatiques qui vous permettent de connecter
et je dirais d'assembler différentes fonctions, ça, c'est quelque chose que vous devez comprendre et maîtriser. Je vais essayer d'être plus clair en prenant un exemple que vous connaissez peut-être mieux, qui est Uber. Quand Uber s'est lancé à Paris, en fait, Uber, quand vous réfléchissez bien, le canal de distribution, c'est pas Uber. Le canal de distribution, c'est l'Apple Store et c'est Google Store. Le système à l'époque de cartographie, c'était Google Maps. Derrière, leur système d'hébergement, c'était Amazon Web Services. Et puis leur système de paiement en ligne, c'était Stripe, une entreprise américaine. Ce que Uber maîtrisait par contre, c'était un algorithme de correspondance entre l'offre de véhicules et le besoin de se déplacer pour justement optimiser cette commande du véhicule, du VTC, pour répondre à un besoin de mobilité. Et de gérer en temps réel une flotte de bagnoles en Île-de-France et des besoins de franciliens de se déplacer. Par contre, la distribution, l'hébergement, le paiement et la navigation, c'était des technologies proposées par d'autres acteurs qu'Uber réagençait dans une interface. Alors, il faut comprendre en fait ce système de Lego, parce qu'en fait aujourd'hui, la digitalisation, c'est aussi savoir faire des Lego. C'est être capable d'agencer des briques de couleurs pour finalement fabriquer une proposition de valeur. Et il y a des briques que vous devez maîtriser de bout en bout, et il y a des briques que vous devez vous autoriser à acheter ou à louer, parce que finalement, il y a d'autres acteurs qui le font bien mieux que vous, et ce n'est pas là qu'il y a la valeur de votre service. Autre action qui est fondamentale, c'est ce que j'appelle l'internalisation des fonctions régaliennes. Alors vous savez, pardon d'utiliser les grands mots, mais en fait souvent, et c'est une erreur qu'on a faite, notamment dans certaines boîtes en France et en Europe, c'est d'externaliser aujourd'hui les 3 grands corps de métier qui sont à l'origine de la valeur dans le monde digital. La technologie, le design, la data. En fait, ces 3 ingrédients sont des ingrédients fondamentaux de la transformation digitale. La tech, c'est ce que j'ai expliqué, c'est le code. C'est ce qui permet justement de maîtriser le software, le logiciel, qui est souvent au cœur de votre business, même quand vous êtes dans l'industrie. Le design, j'ai repris cette quote de Steve Jobs, la force d'Apple, notamment dans l'innovation, c'est cette maîtrise parfaite du design. Le design, ce n'est pas le look and feel. Et ça, c'est souvent l'appréciation qu'on en a en France. Oh, c'est Roche-Beaubois, oh, c'est du meuble. En fait, le design, c'est le fonctionnement, c'est comment ça marche. Ça, c'est super important parce qu'en fait, quand vous reprenez par exemple l'histoire de l'iPhone, quand ça sort, ça marche moins bien que Nokia, ça marche moins bien que l'ensemble des téléphones du marché. Vous avez une connexion toute pourrie. Par contre, ils arrivent à faire un truc assez incroyable via une interface. C'est à rassembler dans un seul device un baladeur, un appareil photo, un téléphone, et avec quelque chose qui est facile à utiliser d'un point de vue ergonomique, ils vont révolutionner le monde de l'industrie télécom. Ça, c'est parce qu'en fait, chez Apple, il faut savoir qu'une des plus grandes divisions métiers d'Apple, c'est la division design. Ce n'est pas seulement des techos qui sont en commande de la boîte. Voilà, et puis pour essayer d'aller un peu plus vite, parce que je pense que c'est important et je pense qu'il faut aussi insister parfois sur cette chose-là. Et c'est quelque chose pour moi qui est arrivé un peu plus, c'est un peu plus récent en fait, moi dans mon interprétation des enjeux de la digitalisation. Évidemment, dans la digitalisation, il y a la question de la problématique stratégique, de comprendre comment la proposition de valeur, elle évolue. Il y a évidemment cette question de la maîtrise technologique, de la maîtrise du design, de la capacité à capter des données pour améliorer en continu des systèmes ou des produits. Mais en fait, c'est aussi une question de culture. Et souvent, et ça c'est très puissant chez les anglo-saxons, c'est une question de storytelling, de raconter une histoire. Bon, vous avez deux figures emblématiques très différentes aujourd'hui du monde digital. En bas à gauche, vous avez le patron de Microsoft, Satya Nadella, qui est un chef d'entreprise absolument incroyable, parce qu'il a quand même complètement dépoussiéré Microsoft, qui dans les années 2000 était une boîte complètement challengée à la fois par ses clients et par le régulateur. Et lorsqu'il a pris les commandes de Microsoft, il a voulu casser cette culture de l'organigramme, commande et contrôle que vous voyez à l'écran. En fait, il y avait des ramifications partout, personne ne travaillait, c'était des espèces d'énormes silos, et il a tout pété en mettant en place un concept. On pourrait le moquer, mais en fait, quand on voit ce qu'il a réussi à faire en 10 ans, il faut voir aussi l'impact aussi du leadership sur la transformation, avec cette idée de coopération.
cette idée voilà, de pouvoir aussi remettre au cœur de la création de valeur chez Microsoft l'ingénierie, le partage et la coopération pour être meilleur. Dans un tout autre registre, vous avez ce bon vieux Elon Musk, qui est encore, alors là, pour le coup, un autre profil de dirigeant. L'image en bas à droite, elle est complètement dingue. Hein. Vous savez, il a envoyé une Tesla avec David Bowie en fond sonore et un cosmonaute maquetté dans la bagnole. En fait, quand on y pense, Elon Musk, c'est parfois, et on pourrait presque critiquer cette approche presque trop rockstar de l'entrepreneuriat. C'est quelqu'un qui, en plus d'être un génie finalement de l'innovation et du marketing, arrive finalement à fédérer des communautés de passionnés autour de son projet. Et là, j'ai juste mis la voiture dans l'espace, mais quand vous regardez aujourd'hui la promesse de SpaceX, c'est de coloniser Mars. Et en fait, c'est fou parce que, on n'a jamais vu Arianespace et on n'a jamais vu la NASA avoir une telle ambition et quasiment la traiter sous forme hollywoodienne, quand Musk en fait quasiment le cœur de sa stratégie. Et accessoirement, c'est comme ça qu'il séduit les investisseurs. Et que ça peut interroger parfois la valeur boursière de ces entreprises qui, même si elles commencent à atteindre la rentabilité, il y a encore 2-3 ans, creusaient un déficit énorme. D'ailleurs, SpaceX, et ça sera ma conclusion, parce qu'il ne faut pas oublier une chose, c'est que la digitalisation, c'est un sujet majeur pour l'entreprise. Mais en fait, ça ne concerne pas que l'entreprise. Ça concerne quasiment toute la société et ça concerne même l'État. Et on parle souvent d'État stratège. On se dit, bon, c'est quoi un État stratège? Il ne faut pas oublier une chose, c'est que ces grandes innovations, en fait, elles ne se sont pas seulement créées dans des garages. Ça, c'est parfois ce qu'on veut nous faire croire. Hein. Ah putain, il y a 2 mecs, c'est 2 génies, ou 2 nanas, c'est 2 génies, elles ont créé un truc dans un bout de garage et elles ont changé le monde. Non, en fait, derrière, il y a une stratégie industrielle. Il y a une stratégie industrielle presque, pardon, je ne pensais pas te dire ça un jour, mais c'est comme le commissariat au plan sous De Gaulle et Pompidou, en fait. Il y avait une stratégie de l'État. Internet, c'est une commande de la DARPA et donc du Pentagone. Aujourd'hui, SpaceX est massivement financé par la NASA. C'est de l'argent public. Dit autrement, l'entreprise aujourd'hui, un de ses défis à la fois, je dirais, internes, de compréhension du phénomène, c'est aussi d'être soutenu par les pouvoirs publics pour déployer sur le moyen long terme des stratégies industrielles qui nécessitent une vision. La vision qu'on voit aujourd'hui à l'œuvre est très matérialisée par les cotations boursières de ces fameux GAFA ou de ces BATX en Asie du Sud-Est. Elles sont supportées derrière par des États, la Chine, le PCC et les administrations démocrates des années 90 aux États-Unis, qui étaient convaincus que finalement, ces fameuses autoroutes de l'information, elles allaient changer complètement l'économie mondiale. Et c'est bien ce qu'on voit aujourd'hui, à la fois avec les BATX. Les BATX, c'est Baidu, c'est Alibaba, c'est Tencent, qui sont des géants asiatiques qui arrivent en Europe. Et ces géants américains sont aussi largement appuyés et soutenus par la Maison-Blanche. Dit autrement, et ça, moi, c'est une conviction que j'ai pour l'Europe, c'est qu'on doit être capable demain non seulement d'adresser le sujet digital, pas seulement sous l'angle réglementaire, parce que vous savez, parfois on dit les Américains innovent, les Chinois copient et les Européens régulent. Ça, c'est une caricature, parce qu'en fait, aujourd'hui, c'est les Chinois qui innovent, c'est les Américains qui innovent, mais les Européens continuent peut-être à trop réguler et pas suffisamment à remettre l'innovation au cœur. Et donc, un des grands enjeux aujourd'hui de l'entreprise dans la digitalisation de son modèle, c'est cette capacité à innover. Et pour finir sur une belle note positive, j'aimerais juste reparler de cette crise sanitaire parce qu'en fait, il y a des choses terribles qu'on vit tous, je pense, aujourd'hui. Mais quand on regarde ce qui se passe un petit peu aussi du côté de l'innovation, je voulais zoomer sur ce respirateur artificiel. Vous avez peut-être entendu parler de cette histoire assez incroyable entre des équipes d'ingénierie à Nantes, à Grenoble, qui ont travaillé avec le ministère des Armées pour développer un prototype de respirateur artificiel en open source, donc accessible, avec des plans que vous pouvez télécharger sur Internet, avec des matériaux que vous pouvez imprimer avec des imprimantes 3D, et qui a permis notamment de subvenir à une problématique d'approvisionnement des hôpitaux au printemps dernier, en mettant à disposition cette innovation
pour un coût de 10 000 € pièce, le respirateur artificiel, quand aujourd'hui, sur le marché, on sait que c'est quelque chose qui peut coûter 100 000 $. Ça, vous voyez bien, en fait, d'une certaine manière, et je trouve toute la puissance du digital, avec les valeurs politiques que j'énonçais en introduction, partage de l'information, mise en open source, finalement, de la technologie, et cette espèce d'articulation entre le monde immatériel et le monde réel. Parce que là, on parle d'un truc très concret, hein. C'est un respirateur artificiel pour les équipes de réanimation. Et ça, il faut faire bosser à la fois des entrepreneurs, des laboratoires de recherche, des pouvoirs publics, pour recréer une dynamique, en fait, et des territoires. Ça, c'est le secret de l'écosystème. C'est un vrai beau sujet pour, je pense, vos recherches en tant qu'étudiant sur, finalement, c'est quoi les différents ingrédients. Il y a évidemment des ingrédients qui sont des ingrédients propres à l'entreprise, mais l'entreprise, elle opère dans un écosystème où il y a aussi des startups, où il y a des chercheurs, où il y a derrière aussi des pouvoirs publics. Et tout l'enjeu aujourd'hui pour nous, organisation humaine, c'est de réussir à créer ces écosystèmes, à les fédérer pour proposer des innovations aussi utiles. Parce que finalement, là, et c'est un exemple très, très concret, le respirateur artificiel, c'est quelque chose qui sauve des vies. Alors évidemment, il y a plein d'autres cas d'application possibles. Mais en tout cas, je voulais vraiment revenir sur ce clin d'œil parce que je suis assez convaincu et qu'en tout cas, c'est un des challenges pour les entreprises européennes dans les prochaines années, qu'on a tous les ingrédients en France et en Europe pour se remettre à innover. Et ça se fera finalement à plusieurs. Et c'était un petit peu le sens de cette conclusion assez, j'espère, positive. Et je vous propose maintenant de pouvoir échanger et en débattre. Oui, j'ai une question. Quel est, à votre avis, le rang et le rôle de l'Europe dans cette digitalisation actuelle et à venir? Est-ce qu'on peut être optimiste? Parce qu'on a l'impression d'être un peu pris en tenaille, hein, je crois que vous l'avez dit, hein, entre les États-Unis et la Chine. Et puis, bon, deuxième question, est-ce que vous pensez que la Chine est vraiment innovante? Parce que dans l'innovation, il y a l'environnement politique. Enfin, je ne sais pas, hein, quel rôle joue l'environnement politique. Quand on a un environnement qui est autoritaire, est-ce que ça favoriserait l'innovation? Voilà, c'est une question que je me pose, hein. Je n'ai pas de réponse. Voilà. Voilà, vous mettez une question géniale, hein. Ça va être une des questions du 21e siècle, je pense, parce qu'en fait, une des thèses centrales quand même du 20e siècle, c'est que l'innovation ne peut prospérer que dans un environnement politique s'appuyant sur l'état de droit et, on va dire, plutôt le système démocratique. En tout cas, c'était la thèse Oui. de cette lutte entre, on va dire, le bloc soviétique et le bloc occidental, il y a quelques décennies. Là, le challenge de notre époque, mais c'est une vraie question, hein, c'est parce que la Chine, oui, elle innove. Et c'est fini, en fait, le côté c'est l'atelier du monde et c'est des copieurs. Non, la Chine, elle est incroyablement innovante, créative. Maintenant, je ne sais pas si vous avez identifié ces dernières semaines et ces derniers mois, ces grands conglomérats digitaux chinois qui ont voulu un peu s'émanciper du PCC. Jack Ma, hein, vous connaissez peut-être, Oui. c'est Elon Musk chinois. La réaction de Pékin, elle a été extrêmement autoritaire, radicale, parce qu'ils l'ont incarcéré, hein, en gros. Hein. Oui, oui, oui. Ils ont cessé le processus de cotation en bourse de manière ultra autoritaire et on dit OK, Alibaba, c'est terminé. C'est pas vous les patrons. Et donc, il y a cette question, de sciences politiques sur est-ce qu'on ne voit pas émerger un capitalisme autoritaire, mais en plus innovant. Moi, ça serait présomptueux de ma part de trouver la réponse à cette question. Je pense que je continue à croire et je suis même convaincu que si vous amenez un encadrement autoritaire dans le processus d'innovation, au bout d'un moment, vous allez neutraliser l'innovation, vous allez la freiner. Maintenant, force est de constater qu'aujourd'hui, dans le cyberespace, dans l'informatique quantique, dans l'exploration spatiale, en 20-30 ans, le PCC a réussi, avec sa science et ses ingénieurs, à rattraper son retard. Donc, c'est finalement la grande question de notre époque.
J'ai une orientation, mais qui est très subjective. Je pense qu'en fait, l'environnement le plus propice pour innover, c'est un environnement où il y a beaucoup de liberté. Parce que c'est quand même aussi ça, l'innovation. C'est cette capacité à pouvoir libérer le carcan, à sortir du carcan. On voit aujourd'hui, sur un sujet comme les biotech, la différence de performance entre la technologie ARN messager nord-américaine et occidentale et la technologie vaccinale russe et chinoise. Mais voilà, je serais bien présomptueux de trouver la réponse parfaite à cette question. Maintenant, j'ai envie de dire, on en reparle dans quelques années parce qu'on va voir. Hein, c'est vraiment la grande question des années 2020, je pense. Ce qui est certain, c'est que si vous mettez sous contrôle et sous carcan l'ingénierie et la recherche, vous pouvez être moins performant et moins innovant. Mais bon, c'est une thèse aujourd'hui qui est quand même vachement discutée parce qu'une fois de plus, la Chine de Xi Jinping, elle innove énormément. Est-ce qu'elle arrivera vraiment à être numéro un dans tous les secteurs? Écoutez, voilà, une fois de plus, je crois que c'est la grande question de notre époque. Sur votre première question, sur l'Europe, vous voyez bien que l'Europe, c'est triste à dire, mais c'est quand même un espace géographique, c'est un acteur géopolitique de premier ordre, c'est le premier marché mondial, enfin, c'est un des premiers marchés mondiaux, en tout cas, c'est 500 millions d'habitants, c'est une vraie force économique, mais ça reste un nain politique et technologique. Parce que, on a quelques boîtes quand même qui commencent à s'imposer. Alors, parfois qu'on connaît moins bien. Atos, par exemple, qui est une boîte française assez incroyable et un des acteurs de l'informatique quantique aujourd'hui. Mais maintenant, je pense que, pareil, pardon, je ne veux pas faire une réponse de Normand ou beauté en touche, mais on a beaucoup annoncé dans les années 2000 que tous ces acteurs traditionnels français et européens allaient mordre la poussière. Quand vous voyez aujourd'hui la nouvelle traction d'un Peugeot, quand vous voyez BMW, Audi qui sont en train vraiment de se réveiller sur notamment ces enjeux d'électrification de la gamme, je pense que l'Europe n'a pas dit son dernier mot. Maintenant, elle ne peut pas seulement se contenter de réguler et de répondre d'un point de vue numérique par la seule force de la norme, elle doit aussi favoriser l'émergence de ces écosystèmes innovants. On parle de French Tech en France. Le gros sujet, ça va être un sujet, vous savez, de capacité du capital risque européen aussi à accompagner la croissance de ces entreprises. Parce que parfois, on a des entreprises géniales, et finalement, ces entreprises, elles seront rachetées par les Américains ou les Chinois. Comment on arrive à faire grandir dans les écosystèmes européens des pépites et à leur donner comme débouché autre chose qu'un rachat par Microsoft ou par Alibaba? Ça va être un enjeu, et c'est aussi un enjeu, je dirais, de financement de l'innovation, parce qu'on a les ingénieurs, on a les designers, on a aujourd'hui une science européenne qui est très, très bonne. Maintenant, vous savez, la Silicon Valley, c'est des académiques, c'est des ingénieurs et c'est des capitaux risqueurs. C'est souvent ces trois ingrédients. C'est ce qui caractérise un écosystème innovant. Et donc, c'est ça qu'on doit développer et qu'on doit renforcer demain pour justement faire grandir les entreprises innovantes européennes de demain et aussi transformer les modèles existants. Concernant la Chine, je suis d'accord avec vous, hein, donc elle rattrape son retard, elle innove, mais est-ce que ce sont des innovations de rupture? Ouais, voilà. Bon, là, par exemple, Alibaba, c'est un peu Amazon, tout ça, ouais, voilà. Mais est-ce que, bon, je sais pas, je fabrique un verre, bon, je vais améliorer, le verre va être plus robuste, mais est-ce que je vais fabriquer un verre qui ne se casse jamais? Voilà. Est-ce que on voit déjà des innovations de rupture? Et là, je ne sais pas, je n'ai pas l'impression. Ouais, voilà. Elle rattrape, ça c'est sûr. Ouais. Ouais. Voilà. En fait, il y a deux secteurs où ils sont quand même en train de prendre une avance qui est remarquée, c'est l'informatique quantique et puis le développement de leur capacité cyber. Et là, en fait, aujourd'hui, quand vous êtes capable d'envoyer en orbite basse un satellite qui peut potentiellement, avec du système quantique, neutraliser les communications d'un pays X, Y ou Z, vous avez quand même franchi un vrai step. Pareil, hein, pardon, mais c'est un pays qui investit énormément dans la surveillance de sa population, a développé donc énormément la reconnaissance faciale, donc les algorithmes d'intelligence artificielle.
Et aujourd'hui, ces systèmes de surveillance, eh bien, elle les vend notamment dans des pays autoritaires ou voire des pays européens. Et là, elle prend aussi de l'avance dans le champ du machine learning. Donc, voilà, faut reconnaître une chose. Alors après, il y a la Chine et puis il y a le reste de l'Asie du Sud-Est. Hein. Vous avez des pays très innovants. Vous avez Singapour, vous avez aussi l'Inde qui se réveille. Vous avez évidemment le Japon. Donc, en tout cas, très clairement, pour l'Europe, il y a un petit sujet de trouver sa place dans ce duopole du XXIe siècle, l'Asie et l'Amérique du Nord, parce que, et c'est une bonne chose aussi, hein, moi je pense qu'il n'y a pas de raison que ce soit seulement les Européens et les Américains qui innovent, on rééquilibre tout ça. Après, il y a cette question de l'utilisation de l'innovation et de la technologie. Et là, le régime politique, forcément, ça peut amener des interrogations, mais qui sont des interrogations plus philosophiques et politiques, qui, je dirais, convoquent le citoyen et pas le consommateur. Alors, effectivement, il y a eu des digitalisations à marche forcée. Je pense que il y a quand même des boîtes qui se sont réinventées. Hein. Prenez l'exemple de la SNCF. On peut penser ce qu'on veut parfois des problématiques de retard, mais cette entreprise, elle a quand même complètement changé son modèle de distribution. Avec aujourd'hui, il faut savoir que oui, SNCF, je crois que c'est un des 2 ou 3 premiers sites e-commerçants en France. Avec aujourd'hui, je dirais, des applications qui sont bien articulées avec voilà, l'expérience du voyage. Et donc, ces entreprises ont quand même pu, en quelques années, énormément progresser et avancer. Aussi, en amenant le digital, pas seulement dans ce que vous pouvez voir, vous, en tant qu'utilisateur final, mais aussi sur des sujets beaucoup plus back-office, comme par exemple la maintenance prédictive du réseau ferré. Ça, c'est un sujet qui se développe de plus en plus. Vous mettez des capteurs sur les rails et là, tout d'un coup, vous allez pouvoir identifier un risque d'obsolescence de votre système. Donc ça, c'est des boîtes qui ont réussi à vraiment, je dirais, changer leur modèle. Vous avez des boîtes comme Schneider Electric, des boîtes aussi, les banques, hein, qui ont énormément progressé dans ce domaine-là. Donc, oui, il y a eu des résultats, il y a des choses qui ont changé très clairement et Covid a été un accélérateur. Alors, Covid a été un accélérateur. On dit parfois que Covid, c'est le meilleur Chief Digital Officer possible que l'entreprise aurait pu avoir. Pourquoi? Parce qu'en fait, ce qu'a fait Covid, c'est accélérer et, je dirais, installer définitivement des usages et sur toutes les générations. Tout le monde a découvert le click and collect pour notamment récupérer son panier et ses produits de première nécessité. Il y a eu une bascule très forte dans le monde du divertissement numérique. Je pense que Netflix, Disney+, tous ces acteurs ont vu leur chiffre d'affaires s'envoler et croître. Même sur des secteurs d'activité dont on n'aurait jamais imaginé à court terme la digitalisation à ce niveau, on a vu des accélérations et des nouveaux usages se développer. L'exemple, c'est la télémédecine. La télémédecine, il y a 2 ans, si on m'avait dit, bon, Romain, tu vas faire la consultation pédiatrique de ta gamine en déclenchant via Doctolib une espèce d'interface comme Zoom, pour juste faire un premier niveau de diagnostic, je vous aurais un petit peu rigolé au nez, quoi, en disant, ouais, la médecine, peut-être pas tout de suite. Non, ça y est, on y est. Ça y est, on y est. C'est-à-dire que Doctolib, par exemple, c'est une croissance incroyable en fait de ce modèle et aussi de ces nouveaux usages avec le recours à la téléconsultation, à la télévidéo. Donc, très clairement, et c'est vrai dans la banque et assurance, nous on l'observe aussi dans notre domaine,
on a observé deux choses. C'est une digitalisation accrue du service et aussi, je dirais, le rôle central de cet appareil, qui est vraiment devenu, pour le meilleur et pour le pire, la télécommande de notre vie. C'est-à-dire qu'avec ce truc-là, aujourd'hui, vous faites tout. Vous faites le paiement sans contact, vous gardez le lien avec votre grand-mère, vous allez pouvoir commander votre panier chez Auchan, vous allez gérer un virement bancaire vers votre gamin étudiant. Bref, c'est incroyable finalement la place qu'a prise aujourd'hui le mobile, qui est vraiment l'artefact de notre époque, hein. Espèce de prothèse technique qui nous accompagne systématiquement et qui aujourd'hui, en tout cas dans tous les secteurs, et un petit peu, ouais, c'est exactement ça, hein, cette commande, cette télécommande universelle qui vous permet d'opérer vos activités, loisirs perso, professionnels, et donc le sujet du monde mobile, en tout cas, il est assez maintenant partagé par des trentenaires, des quadras, des quinquas, et en fait toutes les populations qui sont massivement maintenant familiarisées et basculent finalement dans ces usages. C'est pas quelque chose qui est segmenté et qui est enfermé dans une partie de la population, c'est largement déployé. Par ailleurs, ce mobile, c'est intéressant parce que je vais prendre un autre continent, on n'en a pas parlé, l'Afrique. L'Afrique, aujourd'hui, ce qu'on observe, c'est hyper intéressant. C'est-à-dire que l'Afrique, elle a fait un saut de grenouille, ce qu'on appelle un leapfrog dans le jargon de l'innovation. Elle n'est pas passée par la case des grands écrans. Elle a complètement pris le virage du mobile comme moyen de paiement historiquement, comme vraiment outil central dans le quotidien. Et ça, aujourd'hui aussi, en tout cas, quand on s'interroge sur les enjeux de l'entreprise d'un point de vue innovation, il faut toujours repartir maintenant de ce device. Parce que d'une certaine manière, le personal computer, c'était un peu l'objet iconique de l'informatique du XXe siècle. Là, dans cette nouvelle époque, le téléphone devient vraiment, en tout cas le smartphone, c'est pour reprendre cette image de tout à l'heure, hein, une voiture aujourd'hui, c'est un smartphone avec 4 roues. Quand vous dites c'est un ingénieur, vous dites tout en fait, et derrière, après, vous en tirez les conséquences et vous repensez votre modèle par rapport à ce nouveau paradigme. Merci à vous, bon courage pour la suite de vos études, et puis régalez-vous à la Sorbonne, c'est une belle maison. Bonne journée, au revoir.